Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment peut-on ou pourrait-on évaluer un cours de philosophie. D'abord un appui théorique, avant de réaliser un examen pratique pour valider la théorie philosophique mise en avant. Nous avons donc validé l'examen pratique de ce faisant, et nous demandons ensuite en deuxième temps un appui pratique pour une étude enfin théorique d'une nouvelle approche pratique issue d'une approche théorique en premier lieu. En admettant que l'examen théorique soit passé, nous nous appuyons sur la nouvelle théorie. Nous validons donc d'emblée de jeu, en troisième partie, un appui théorisé sur la nouvelle pratique issue de la théorie en premier lieu. Par exemple, prenons ici l'examen de la science des anciens via la psyché humaine, définissant et découlant sur le moi, le surmoi, la conscience réfléchie, l'inconscient, la psychanalytique bien sûr, ici préétablie et établie en faisant le fait d'une historialisation de la science de philosophique de son ensemble depuis ses débuts à nos jours. Nous allons donc nous appuyer sur ces 4 premiers points pour réaliser un exemple probant d'une utilisation du condensat de cette théorisation pratique et de cette pratique théorique. Nous n'exempterons pas d'admettre plusieurs exemples afin d'inertier par 3 ou 4 exemples l'exemple probant d'une utilisation pratique de la langue philosophique dans son ensemble étant une science aujourd'hui complètement acceptée. Nous utiliserons ici le langage soutenu afin de souligner la philosophie majorée, afin de valider son ensemble par une conscientisation, non point, mais dans son ensemble, réel face au soi-même, devant éduquer et dénoncer l'art qui nous semble apparaître face au réel qui nous définit. Ici, un soi face à un réel, qui définit alors un réel face à un soi. Définition un surmoi, définition une conscience réfléchie. Nous avons donc ici l'analyse pratique d'une explication théorique. Je suis quelque chose, je pense, donc je suis, selon Descartes. Très platonique ici, selon issue de la platonicité de la relation théorique de Platon à Descartes. Nous voulons être subjugués dans quelques points à venir, après cette introduction, par l'exemple de Freud, qui utilisera et dénoncera l'utilisation de la sexualité dans la définition de l'humain dans son ensemble. Souligné ici par l'exactitude de Jeanne d'Arc et donc ensuite par l'utilisation de 1789, la révolution pour la libéralisation des droits de l'homme et des biens sociaux. Si contre-éduqués devant l'histoire, allant de cette momentanéité de l'ancienneté du savoir ancien, donc ici dans une répétition se voulant être un exemple probant, nous pouvons donc aboutir à une réalité philosophique d'une science décontenancée via la mathématique simplifiée du langage abstrait et complètement condensationnel, de fait de sa volontarité linguistique d'être une singularité de compréhension humaine, c'est-à-dire que la science évoque des théories qui doivent être validées par des réalités pratiques. Implicitement ici, du coup, l'explicitation du langage soutenu via l'utilisation théorique d'un langage commun se voulant d'être familier, standard à soutenu dans la langue française, et ce inhérent à l'exemplarité, même devoir éduquer ce langage à d'autres langues pratiquées, est ici définie la philosophie linguistique du langage. Prenons alors un exemple. Une expérience partagée se veut être une valeur sûre dans une expérience théorifiée ou théorisée de manière analytique dans quelle conscience, mais ici nous parlons donc de philosophie. Nous pouvons donc garantir une conceptualisation véridique de la théorie pratique, se voulant par exemple être ici définie par la sexologie ou la sexualité que veut reprendre Freud dans ses études, en définissant une singulière réaction du corps humain à un ensemble de psychés innés et inertiés dans leur utilisation de manière psychiatrique, ou du moins médicinale. Ici, comprendre la psyché humaine afin de résorber les dégâts psychiques commis par la traumatisation d'un corps humain se voulant être né et se voulant à mourir, et ce comprenant alors l'intégralité de sa définition comme étant ici un simple corps humain, pourvu et doté d'une conscience du surmoi, du moi et du moi réfléchi, c'est-à-dire ici la conscience réfléchie, le surmoi, et donc l'inconscient, le moi réfléchi. Nous sommes alors capables de conscientiser une seule et même valeur sûre, c'est que l'expérience partagée peut partir d'un sentiment personnel. Ici, nous évoluons donc dans une société complètement historifiée, historiquement, collectivement, premièrement nomade aux abords par les australopithèques, puis l'homo erectus, l'homo habilis, puis l'homo sapiens, puis enfin l'homo sapiens sapiens. Nous éduquons ici la théorie de Charles Darwin selon laquelle l'évolution de l'homme a permis l'élaboration d'une vie bien soutenue dans son métabolisme préfondé, de vouloir exister et se voulant à survivre uniquement. Nous retrouvons ici un débat philosophique potentiel entre communautarisme et sectorisation selon un vecteur économique qui sera ici ignoré par la philosophie afin de définir une société se voulant être une science exacte et non pas une science préfondée sur la recherche appliquée de qu'est-ce que la philosophie au travers de la rythmique sociale.
Nous devons donc ici prendre en compte le vecteur économique qui sera pourtant nié dans l'inertie prévolue à vouloir définir ici la philosophie, qui est de définir la dichotomie entre communautarisme et sectorisation de cette communauté. Nous avons ici l'introduction de la définition des mots ethniques, la langue, la linguistique, et la définition quelque peu globale d'une singularisation d'expériences partagées via et au travers du monde, se voulant être ici résolu par moi-même, étant du moins avec l'aide de la science dans son ensemble. De ce fait, dans une nouvelle étude, nous montrerons l'exemple de la France avec mai 68 et l'exemple de 1789 que je vous ai énoncé plus tôt. En Angleterre, l'essor du taylorisme avec l'industrialisation en 1860 aux approximations, avec une stratification capitalisée, se voulant être aboutie aux États-Unis, en Amérique du Nord, puis enfin découplée en Amérique du Sud via la sédentarisation des nomades indiens, transformés alors en colons américains. La triangularisation, ou du moins le commerce triangulaire, se voulant être arrêté et aboli par Nelson Mandela, le Dalai Lama. Nous avons encore ici le communisme élaboré par l'Inde, l'Orient, et tout du moins la Chine, le Japon. Nous retrouvons ici bien des dichotomies pouvant allier alors la science sociale avec la science sociale négative, c'est-à-dire à l'issue de guerre, nous apprenons certainement plus vite, tel un exemple probant de la guerre de 14-18 et la guerre de 39-45, se voulant alors être des monstres de moteurs de machinerie préinventive et inventée par l'homme afin de s'élaborer dans la meilleure capacité de pouvoir détruire son adversaire. Est ici un lien inné à la survie de vouloir que l'homme se survive à lui-même, ici dans une société bien sûr devenue sédentaire, au départ étant nomade, et voulant établir sa sédentarisation au travers d'un quelconque événement, se voulant être ici alors défini par la guerre, et donc l'abolition par exemple de l'esclavage, et donc l'abolition des peines de mort en France, l'abolition du régime monarchique en 1789, et par exemple l'exactitude de l'éclatement des bombes sur Nagasaki, Hiroshima, et une fusion d'un réacteur nucléaire créé un peu trop vite selon des plans de construction, comme Fukushima défini ici au Japon. Il est bien sûr très important de sous-tendre l'exemple probant que ces sciences sociales ne sont que des résultantes d'une expérience vécue. Cela signifie alors qu'il faut absolument en tirer parti. La philosophie est une équation bilan à des ruptures sociales, exemptées de vecteurs économiques se voulant être purement bénéfiques, comme par exemple la vente d'armes ou l'utilisation de ces armes pouvant alors supprimer des humains et garantir donc l'établissement d'un bien purement spéculatif se voulant être une économie purement positive dans sa bien fondée et son obsolescence sociale. Est ici revu un étiolement philosophique de la société elle-même via la définition philosophique qui lui incombe d'être une science philosophique pour devenir une science sociale, pour enfin en tirer un parti mathématique, qui tout d'abord est mathématique fondamentale, se voulant aussi définir une psychanalyse analytique de la philosophie elle-même. Par exemple, le fascisme entre l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la dichotomie réalisée entre la France et l'Allemagne, avec par exemple l'alliance de Fulda, Landerneau, de Kiel et de Brest, et d'autres villes jumelées encore après les écarts de la guerre et les égards que cela ont conduit. Par exemple, l'association de l'Angleterre et la colonisation de l'Amérique, avec par exemple Christophe Colomb, ou tout du moins la colonisation de l'Australie. Et le Japon et la Chine qui semblent d'abord, au premier abord, se faire la guerre, avec le Japon qui déclare la guerre à la Chine, puis la Chine et le Japon qui s'habillent ensemble. Donc après cette brève interruption, nous comprendrons donc que cette science sociale pourrait se voir être une mathématique fondamentale, où une science, comme l'Italie par exemple, plus l'Espagne, font 1 plus 1. Sont donc l'égalité d'une équation bilan qui est une réalité philosophique que la science est une équation bilan purement survivaliste. Mais n'entrons pas ici dans un survivalisme tant bien sous-genré. Car effectivement, nous resterons dans un langage soutenu où le survivalisme n'est pas comment se fournir des premières matières et rester nomade en Alaska alors que la sédentarisation bat de son plein fouet. Mais bien ici, comment nomadifier, si l'on veut tenir ce langage soutenu dans cet exemple probant, comment rendre nomade une sédentarisation qui se viendra bouton être sédentaire, c'est-à-dire comment se développer au mieux dans cette sédentarisation qui est alors nomade en premier abord, dans un monde déjà capitalistiquement invoqué à devenir une individualisation d'une collectivité sous-jacente d'un Occident déjà bien élaboré. Ici, comprendre par exemple l'exactitude de pouvoir transporter de la nourriture à travers le monde, des biens, des vivres, des soins, des sciences, de la connaissance, et ce, en pouvant prouver qu'une expérience partagée peut être vécue par, non point le seul commun, l'être humain lui-même, seul face à sa science et son savoir. Remercions ici Jules Ferry qui a rendu l'école obligatoire jusqu'à 16 ans.
Et encore les femmes, ne les oublions pas. Prenons l'exemple de la radiologie avec Marie Curie qui découvra le rayon X. Eh bien, l'intégralité de ces savoirs doivent être résolument invoqués ici dans leur ensemble, de vouloir être unique et dans l'unicité de vouloir développer une survie à elle-même de la science capable de faire survivre. Dépassons ici alors le survivalisme. Selon Platon ou Descartes, je pense donc je suis donc je survis, nous veut être relié à une science bien plus élaborée encore. Je pense donc j'essuie la survie qui n'est pas. Et on veut reprendre ici un exemple probant d'une théorisation d'une expérience pratique partagée selon une étude théorique qui s'appuie sur une théorisation d'un savoir genré sur le français dans sa linguistique première, de pouvoir rétablir un néologisme préformé sur l'utilisation d'une philosophie sociale, du moins, tant du moins, et tout pour le moins, sur la pratique bien fondée de vouloir utiliser un langage soutenu pour définir une science bien réelle. De plus, la culture orientale se veut être par exemple dans l'unicité de l'Afrique, ayant alors été divisée par les colons américains, anglais, et par exemple l'Inde qui a été colonisée bien sûr trop vite et trop bien, comme par exemple la dichotomie de vouloir raciser une science, comme le blanc face au noir, l'homme face à la femme. Devons-nous ici retrouver l'unicité de l'Afrique dans un premier abord, voir la dichotomie entre l'Angleterre et l'Amérique se relier, voir une fracture sociale évoquer un nouvel arrivant d'une Eurasie plus unie? Devons-nous voir un Occident divisé avec une Allemagne de l'Est, devenue alors un communisme face à un occidentalisme capitalistique voué à être un échec? Son arborescence étiolée de vouloir uniquement se produire pour être sédentarisé, et donc être ici un étiolement de la pure réalité de devoir être valorisant et valorisable, à tant point nommé qui n'est qu'une survie à une non-survie, c'est-à-dire survivre pour survivre dans un vecteur économique. Il faut ici souligner bien sûr l'importance de devoir ignorer que le vecteur économique est non moins sous-jacent à cette tentation philosophique de vouloir définir qu'est-ce qu'une science et comment utiliser une science sociale. Ici reprenons le terme de communautarisme et le terme de vectorisation ou bien sectorisation, et comment sectoriser un communautarisme, c'est-à-dire comment diviser des ethnies dans leur ensemble sous-jacent, où nous expliquerons bien sûr comment devenir une probabilité non probante et une probabilité probante en utilisant soit le langage familier de son ethnie, soit le langage normal, soit le langage soutenu de son ethnie. Donc langage soutenu ou langage familier seront ici deux dichotomies réalisantes permettant l'exactitude et la rectification de la définition de qu'est-ce que le communautarisme et qu'est-ce que la sectorisation. Ces deux termes résultent d'une explicitation d'une rupture sociale. Nous retrouvons ici communautarisme. Le communautarisme est bien sûr la dichotomie culturelle entre l'assouvissement et l'aboutissement d'une ethnie à se vouloir être confrontée, à se retrouver seule face à d'autres ethnies. C'est-à-dire ici le communauté avec l'arisme, l'arrivée d'un communautarisme ou d'une communauté étant retranchée face à d'autres communautés. Et nous définissons ici un vecteur social d'une communautarisation, mais pas d'une sectorisation, qui alors est aussi devenue par un vecteur économique, où nous sectorisons et transformons en secteur pour devenir plus probant dans l'explicitation de ce terme. Reprenons ici quelques lectures. L'histoire de la philosophie de l'Ouest, par Bertrand Russell, de 1872 à 1970. Peut-il être un exemple probant? Retrouvons ici la dichotomie entre Grèce et Rome, cette dystopie où la Grèce et Rome antiques sont complètement opposées, alors qu'en réalité c'est un soulèvement culturel qui se veut être une orgie de connaissances et de dispersion telle que Rome pourra bien sûr sombrer en 500 après Jésus-Christ du fait de son amas flottant de pouvoir. Ici, corruption et problèmes auront raison de l'expansion centralisée de la Rome antique. Bien sûr, l'Empire ottoman pourra se retrouver complaisant de devoir assouvir cette culturalisation de l'arrivée de la richesse et du troc, selon une économie pourtant sédentarisée et sectorisée du coup. Mais n'allons pas ici chercher l'économie, restons dans la science sociale, où bien sûr la Grèce et la Rome étaient deux unifications d'une même et un seul savoir, où bien sûr deux mythologies ont pu donner naissance à Zeus, Mars ou encore Hermès. Et nous devons même ici définir comme Mars étant Arès, voulant définir ici deux mêmes dieux, d'une seule et même mythologie, se voulant être polycroyante, c'est-à-dire non pas la monothéisme, non pas le monothéisme, pardon, mais bien le polythéisme. Et le polythéisme se voulant alors croire à un seul dieu, Arès et Mars, ici monothéisme polythéiste. Sa compréhension
où le langage soutenu qui était le latin et parlé à travers le monde par seuls les érudits, pourra se retrouver être perdu de vue et se retrouver intrinsèquement attrapé par la religion. De ce fait, cette dichotomie permettra à Platon, Aristote, Sénèque et les philosophes des Lumières d'établir une meilleure science sociale en retrouvant ce savoir. Par exemple, peut-être avec la rupture de la bibliothèque d'Alexandrie qui brûla, et soi-disant, on perdit 1000 ans de savoir à travers le monde, car les livres ont brûlé. Mais qui le sait? Ou vraiment, en avons-nous la preuve de comment a-t-on pu perdre un savoir qui se veut être une survie à elle-même? Le but de la survie est de ne se pas perdre soi-même afin de mieux survivre. Ici, trouvons la collectivisation individualisée, de ce fait par un exemple probant de l'Alexandrie, ici divisée par la perte d'un savoir. Nous voulons-nous ici trouver un étiolement de l'économie déjà préantérieur à celui que nous retrouvons au XXIe siècle, que le langage est-elle une science atomiste? Déjà les mathématiques des anciens temps permettaient de disséquer la philosophie, et la philosophie permettait de mieux comprendre et de cerner les mathématiques dans la linguistique simple et compréhensive de l'ethnicité d'une même et seule science qui est de savoir parler le latin. Car la langue est une science, non pas molle, non pas dure, mais une science bel et bien telle qu'elle. Et l'alliance de toutes ces sciences, stéréotypées comme connotypées comme étant utiles, inutiles, souvent trop infondées, fondées, sans savoir où est-ce que nous allons avec cette barque, ou effectivement, élégamment, nous aurions pu dire comment part cette barque sur le Styx, où Hadès attend les 2 pièces, ces deniers que seul porte le passeur. Au-delà de sa barque, lui seul voit le Cerbère, qui de ses 3 têtes attend la mort impatiemment. Bien sûr, cette éloge de langage soutenu pouvant être ici considérée comme une poésie dans l'ancien temps, pourrait bien sûr être ici reprise comme étant vulgaire, ringarde, ou étant seulement l'aboutissement d'une compréhension via l'historisation et l'historique d'une science dans son intégralité, grâce à l'archéologie et l'ensemble des sciences connues à ce jour. Ici, nous voulons devenir une rubalise avec la philosophie comme étant une philosophie de manière générale et généralisée afin de définir les pans et les aboutissements et les avancements de la science et les capacités à pouvoir, par exemple ou non, dire devons-nous, par exemple, autoriser la biotechnologie. Ici, la philosophie permet bien sûr l'aboutissement réel et réaliste de cette entreprise comme étant un bien social, un progrès ou pas pour la science sociale et du moins philosophique. Car le progrès est ici bien différent de l'avancée technologique, ou par exemple l'exemple très repris qu'un iPhone 15 et qu'un iPhone 16 puissent être un progrès différent n'est bien sûr pas ici entendable, car c'est bien sûr un vecteur économique qui est sous-tangible à une réalité que le progrès de savoir parler ou pas est un réel progrès. Abordons ici une philosophie dichotomiste, pour la délier de la réalité économique, de la socialisation des partis politiques et de la politisation de la science elle-même. Philosophie explicite, et donc philosophie intégralement résolue, en 2 socles communs. Le communautarisme, défini ici, et la sectorisation, définie là. 2 compréhensions d'une ethnie divergente, qui se veut être d'abord capitalisée par la sectorisation, d'une capitalisation possible, le communautarisme. Ici, très important, la confiance, le communautarisme et la sectorisation comportent ici 2 termes très importants. Le regroupement. De ce fait, nous avons ici une philosophie de sociabilisation qui est la compréhension de la confiance. De ce fait, nous avons une commutation de la sociabilisation de la philosophie via la confiance, avec un entendement implicite pour le communautarisme et une entente explicite mais implicitante pour un vecteur économique ici non pas soutenu par la philosophie. Ce socle commun se retrouve ensuite face à une philosophie sociale, de la compréhension. Pourquoi devenons-nous communautaires? Pourquoi avons-nous une communauté? Pourquoi sommes-nous sectorisés dans des endroits et créons alors du communautarisme, pouvant être ici positif ou négatif? Nous prendrons ici le communautarisme comme un terme positif, par l'agglomérat qu'il fondera devant les ethnies qui devront respecter la linguistique préétablie à cette communauté qui devra alors accepter ou pas un membre, tels les tziganes, tels par exemple, pour ne pas stéréotyper les arabes et les musulmans, ou alors les judéo-chrétiens. Moi, étant athée agnostique, je ne pourrais me définir dans une ethnie communautaristique, étant donné que mon communautarisme me veut à devoir sectoriser cette communauté elle-même. De ce fait, la sectorisation d'une communauté permet l'évitement du communautarisme, mais la sectorisation d'une communauté peut invoquer le communautarisme. C'est donc ici l'agglomérat qui devient un conglomérat agglomérant.
le conglomérat du communautarisme devient un agglomérat de conglomérats via une sectorisation de ces communautés, devenant ici une sectorisation d'une communauté communautéiste, c'est-à-dire la capitalisation d'un régime occidentalisé par la standardisation de l'ethnicisation, ou se voulant à catégoriser de quelqu'un comme étant une ethnie par exemple le port d'un voile, le port d'un pendentif, se voulant être une référence à une communauté, à une ethnie, un langage bien spécifique selon ici une définition économique purement du terme. Car ici nous reprenons bien sûr ici non pas une science sociale ni économique, mais bien sûr une science philosophique. L'ensemble de la philosophie sociale se veut tout de même être souligné par l'importance de l'argent, car la communauté se veut être économique et la sectorisation, bien sûr économique également. Retrouvons ici le productivisme selon le toyotisme, ou l'absence de devoir trouver des superpuissances capables de produire de manière très amplifiée, par exemple le Bangladesh pour le riz, ou encore les pays de l'Orient pour les habits, le textile, devenus ici des superpuissances dans cette standardisation de la production capitaliste. Élaborons ici bien sûr un rapport à la communautarisation et le communisme préétabli devant alors dire « Nous sommes tous capitalistes, nous devons être dans un socle commun ». Bien sûr, une capitalisation d'un communisme préétabli à vouloir être capitaliste se veut par exemple être résorbée entre une guerre entre l'Amérique et la Russie, comme une guerre froide, où la guerre n'est plus non plus étatique mais bien économique. Le communautarisme est donc une résultante positivée de la philosophie, où il est juste une communautarisation via l'implication des truchements possibles entre une linguistique possible ou une linguistique impossible, entre un langage familier, un langage normal, standard, et soutenu entre plusieurs langues, entre plusieurs ethnies, entre plusieurs communautés incapables de se comprendre. Bien sûr, la résultante sectorisée de la résultante négative positivée, bien sûr philosophiquement acceptable de la sectorisation, voulant ici définir le communautarisme, comme devant intrinsèquement être catalogué, épilogué, disséqué, retranscrit, pour rester tel quel, pour rester insondé, insoudable, face à d'autres communautés, ne voulant ici point être un message politique, mais bien sûr une simple définition de pourquoi devons-nous accepter ce communautarisme tel quel. Eh bien, il est sous-jacent d'une réalité économique, mais n'est pas bien sûr l'aboutissement de cette réalité économique. Il est simplement là pour dire, si cette communautarisation n'existe pas via une sectorisation établie en aval, nous ne pourrons pas bien sûr valider cette expérience philosophique. Car nous sous-tendrons alors une réalité économique qui se voudrait être une réalité sociale, qui se voudrait alors devenir une réalité philosophique, ce qui n'a jamais été le cas. De point de vue philosophiquement généraliste. Ou comment faire vivre au mieux les hommes dans la survie, où l'argent ne fait pas survivre, mais la nourriture, oui. Sous-tendant ici qu'en amont, nous trouvons la nourriture non pas en la produisant nous-mêmes, mais bien en la comprenant qu'elle peut être aussi un langage. Cette fruit dit, ou ces fruits ou ces légumes disent « mange-moi », car tu sais que ta science te permet de me nourrir, de te nourrir. Et bien sûr, de ce fait, il est très important de souligner que cela est issu des peuples anciens, les nomades, les premiers à manger, à savoir se chasser. Et tuer son prochain, par exemple, lors du cannibalisme, empêche la multitude et la répercussion du nomadisme devant alors être plus amplifié, plus grand, et se vouloir être éloigné du sédentarisme, tel qu'on le connaît alors à son début, et devenant aujourd'hui une implacable réalité pour tous. De ce fait, ces deux sciences seront donc ajoutées à elles-mêmes pour devenir une réalité sociale. Communautarisme et sectorisation, deux termes pourtant opposés, mais qui se veulent être agglomérés et constituant d'une science, comme une mathématique fondamentale se voulant une science communautaire, 1 plus 1, une sectorisation est égale alors à 1 plus 1, deux sciences sociales se voulant être une réalité philosophique potentielle. Ici un texte, dichotomie solvable par la résultante positivée, des deux mêmes sens de définition de cette société. L'un connoté négativement, ici le communautarisme, car pourtant moins violent que le terme suivant, la sectorisation. Ici un complément économique allouant son étiolement à la définition du mot communautarisme, savant à céder du sans-être, à être supporté des sectorisations linguistiques, s'arrimant, pour devenir non plus du communautarisme, mais du développement social. Le développement social reprend le communautarisme comme voulant la compréhension de cette communauté, cette ethnie alors incomprise,
Ici, on invoque et on évoque la définition du ethnie, qui se veut être déterminée alors par des caricatures linguistiques comme la congolexicalisation du français, selon Eddie Malou, résultant d'un habitant du Congo ayant été filmé sur YouTube, ou encore reconnu par l'ensemble des sciences capables de définir la compréhension singulière et culturellement attribuable d'un bienfait à une société. Le progrès social, par exemple, comme l'abolition de la peine de mort, l'abolition de l'esclavage, par exemple l'abolition d'un régime monarchique, se voulant alors établir une intégralité de respect des droits de l'homme en France, et l'abolition donc de la peine de mort. Cette réalité philosophique est bien issue d'une science pouvant être comprise par l'homme lui-même, face à la science en elle-même étant un réel. Nous soulignons ici alors l'expérience partagée, se voulant être devenue une expérience individuelle, où la relation à l'autre être humain peut être nulle, voire non avenable, non avenue, si elle n'est pas dans le même langage et s'il n'est pas énoncé de manière probante. Bien sûr, ce survivalisme est encore peu trop compris, et bien sûr, les fractures entre les ethnies, l'ethnicité, la linguistique et les langues en telles quelles, en l'état, par exemple, la corroboration des religions entre elles-mêmes face à l'élaboration d'une communauté, face à une autre communauté, ou alors deux communautés ensemble, prouve la non-résilience et la non-résistance, et la rupture de l'ensemble de ces valeurs. Mais il est évident que la survie d'une ethnie ne dépend pas de sa linguistique définie, ici par les mots communautaristique et sectorisation. Vouloir définir deux mots d'un même sens, d'étiolement linguistique pourtant très proches, se prévaut de souligner l'importance du secteur du sens des mots utilisés, pour constater cette dichotomie pourtant singulière, mais ici singularisée ici, par un même langage, un langage soutenu, se voulant être le français. Pour constater cette dichotomie, dire qu'est-ce que le communautarisme et la sectorisation des ethnies linguistiques. Elles sont préétablies et encore existantes de notre temps à nos jours. Ici, le moment présent. On revoit dans le mot sectorisation, mot qui se veut plus impactant au sens économique du terme, opposition au terme communautariste, qui relaie le mot précédent de par sa constituante sociale. L'existence donc du mot communautarisme a dû être développée bien avant la valeur du mot sectorisation, ici dans le sens politisé du terme, à l'heure de 2025. Ici, déterminer une science philosophique valable et de manière théoriquement acceptable, il faut d'un premier abord rendre possible la conception d'une philosophie théorique, incluant l'idée telle que Marx et Nietzsche, ainsi que la philosophie indienne le propose, comme Vishnu ou Krishna, celle qui est définition ici de la création destructrice et de la destruction créatrice. Prenons ici ces deux termes, communautarisme et sectorisation, création destructrice, création du communautarisme, destruction par la sectorisation, et destruction créatrice, destruction de la sectorisation par la création d'un nouveau communautarisme, se voulant être bien sûr inefficient comme étant communautariste. Car la communautarisation des ethnies provoque la divergence d'opinion, la différence de compréhension. C'est comme relier des différences entre elles et devoir ignorer que les vraies différences sont en dehors de ces différences. Et donc, ce serait un étiolement voulant sédentariser la différence et donc la rendre impossible à se rendre compte d'elle qu'elle-même est une différence face à une autre différence. Ensemble, ce serait standardiser la normalité. Il est donc nécessaire de s'appuyer sur les racines linguistiques prévalorisées et donc valorisantes pour étayer la valeur de compréhension de la philosophie pratique via une théorisation de cette matière, se voulant et être et devenue une science à proprement parler. À vouloir croire ici que nous faisons une diaspora de l'analyse humaine, il est important de souligner l'importance de la singularité de compréhension humaine, que nous allons tous aux excréments, aux toilettes, que nous prenons tous soin de nous dans une certaine mesure d'hygiène, allant du langage familier, ici, de parler son sens de vie, de respecter son corps, à un langage soutenu, par exemple, se brossant les dents, par exemple, 2 à 3 fois par jour, jusqu'à ne pas se brosser les dents et perdre l'intégralité de ses dents. Par exemple, se droguer ou ne pas se droguer, boire d'alcool ou ne pas boire d'alcool, sont ici des exemples probants d'un langage familier, d'un langage soutenu, se voulant être ici une dichotomie entre l'homo sapiens sapiens et l'homo sapiens sapiens lui-même. Ici, la philosophie se veut être une science dans son ensemble, car elle permet de poser des balises, de rendre une rupture possible dans la culturalisation et l'assouvissement culturel d'un progrès ou d'un bienfait social. Ici, progrès social ou bienfait social. Non économique, bienfait économique, comme un besoin ou une envie. Nous reprenons ici par exemple l'augmentation de l'espérance de vie. Nous avons pu reprendre ici l'analogie de la chronologie, définition donc de l'analytique ou l'analyse complémentaire d'une philosophie devant être un progrès social. Merci à tous. Pourrons-nous dans un prochain temps définir l'aboutissement de l'IA
face à l'intégralité de la compréhension humaine, devant alors être défini par un avancement futur ou être rétrogradé pour mieux comprendre le passé, pour mieux voir entrevenir le futur s'arriver et s'arrimer à nous, bien gré, bon gré, mal gré. Bon courage à tous.